Entrez, entrez, chers auditeurs, dans mon humble demeure. Installez-vous près du foyer pour écouter l'histoire que je vais raconter. Le Horla, Guy de Maupassant, deuxième partie. 12 juillet, à Paris. J'avais donc perdu la tête les derniers jours. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment somnambule, ou que j'ai subi une de ces influences constatées mais inexplicables jusqu'ici qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence et 24 heures de Paris en suffit pour me remettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au Théâtre Français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas fils, et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentré à l'hôtel très gai par les boulevards. Au coudoiement de la foule, je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine. Car j'ai cru, oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible et s'effare et s'égare vite dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots, je ne comprends pas parce que la cause m'échappe, nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. 14 juillet, fête de la République. Je me suis promené par les rues, les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « Amuse-toi », il s'amuse. On lui dit « Va te battre avec le voisin », il va se battre. On lui dit « Vote pour l'empereur », il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « Vote pour la République », et il vote pour la République. Ceux qui le dirigent sont aussi sots, mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, car cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet. J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarai tout à fait incrédule. Nous sommes, affirmait-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire, un des plus importants secrets de cette terre, car elle en a certes d'autrement importants là-bas dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ces gens grossiers et imparfaits. Et il tâche de suppléer par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants, je dirais même la légende de Dieu, car nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelque religion qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Mais depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques d'autres nous ont mis sur une voie inattendue et nous sommes arrivés vraiment, depuis 4 ou 5 ans surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur Parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ?»« Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain
un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haleter. Au bout de 10 minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, dit le médecin, et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir. Que voyez-vous dedans ?» Elle répondit « Je vois mon cousin. » « Que fait-il » ? Il se tord la moustache. « Et maintenant ?» Il tire de sa poche une photographie. Et quelle est cette photographie ? La sienne. Et c'est vrai. Et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. Comment est-il sur ce portrait ? Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc, elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle eût vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez !» Mais le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à 8 heures, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous lui supplierez de vous prêter 5000 francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent. Non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie, en même temps que sa carte de visite ? Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrai donc et je me couchai. Or, ce matin, vers 8h30, je fus réveillé par mon valet de chambre, qui me dit « C'est madame Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. » Je m'habillai à la hâte et je la reçus. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés, et, sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. »« Lequel, ma cousine ?»« Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant, il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de 5000 francs. »« Allons donc. Vous ?»« Oui, moi, ou plutôt mon mari, qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiai mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si c'était pas une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche, et je repris « Comment ? Votre mari n'a pas 5000 francs à sa disposition ? Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander ?» Elle hésita quelques secondes comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir. Puis elle répondit « Oui, oui, j'en suis sûr. Il vous a écrit ?» Elle hésitait encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas, elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter 5000 francs pour son mari. Donc, elle osa mentir. « Oui, il m'a écrit. Quand donc ? Vous ne m'avez parlé de rien hier. J'ai reçu sa lettre ce matin. Pouvez-vous me la montrer ? » Non, elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai brûlée. « Alors c'est que votre mari fait des dettes ?» Elle hésita encore, puis murmura « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement « C'est que je ne puis disposer de 5000 francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. « Oh, je vous en prie, trouvez-les. » Elle s'exaltait, joignit les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait et bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Oh, je vous en supplie, si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui. » J'eus pitié d'elle. « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » Elle s'écria. « Oh, merci, que vous êtes bon. » Je repris. « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier soir chez vous ? » ?»« Oui. » »« Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ? » ?»« Oui. » »« Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin 5000 francs, et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. » Elle réfléchit quelques secondes et répondit « Mais puisque c'est mon mari qui les demande. » Pendant 1 heure, j'essayai de la convaincre, mais je n'y pus parvenir. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir et il m'écouta en souriant, puis il dit « Croyez-vous maintenant ?
Oui, il le faut bien. Allons chez votre parente. Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, votre mari n'a plus besoin de 5 000 francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter. Et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. Puis, il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. Elle fut tellement surprise que je n'osai pas insister. J'essayai cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force, crut que je me moquais d'elle, et faillit, à la fin, se fâcher. Voilà, je viens de rentrer et je n'ai pu déjeuner, tant cette expérience m'a bouleversé. 19 juillet. Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser. Le sage dit peut-être. 21 juillet. J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du mont Saint-Michel, mais dans les Indes, nous subissons effroyablement l'influence de ceux qui nous entourent. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet. Je suis revenu dans ma maison depuis hier et tout va bien. 2 août. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août. Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres, la nuit, dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les 2 autres. Quel est le coupable? Bien fin qui le dirait. 6 août. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu, je ne puis plus douter, j'ai vu. J'ai encore froid jusque sous les ongles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je, je me promenais à 2 heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commence à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles, qui portait 3 fleurs magnifiques, je vis distinctement tout près de moi la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'eût tordue, puis se casser, comme si cette main l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva, suivant la courbe qu'aurait décrit un bras, en la portant vers une bouche. Et elle resta, suspendue dans l'air, transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à 3 pas de mes yeux. Éperdu, je me jetai sur elle pour la saisir, et je ne trouvais rien, elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination? Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai immédiatement dans l'arbuste, fraîchement brisée, entre les 2 autres roses démesurées à la branche. Alors je rentrai chez moi, l'âme bouleversée, car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite, comme moi, sous mon toit. 7 août. J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous, j'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur, et soudain, leurs pensées touchant l'écueil de leur folie s'y déchiraient en pièces, s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques, qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme,
qu'un halluciné résonnant? Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essayent de noter et de préciser aujourd'hui les psychologistes. Et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables au lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi, tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi? Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire des noms propres ou des verbes ou des chiffres, ou seulement des dates. Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment. Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse quand on a laissé au logis un malade aimé et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc je revins malgré moi, sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien. Et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi, m'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant et plus redoutable, en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi, pourtant. 9 août. Rien, mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain? 11 août. Toujours rien. Je ne peux plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. 12 août, 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple. Sortir. Monter dans ma voiture pour gagner Rouen et je n'ai pas pu. Pourquoi? 13 août. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés, toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi, et j'obéis. 14 août. Je suis perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi. Rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir, je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste, éperdu, tremblant, dans le fauteuil où je me tiens assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire encore maître de moi, et je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège, et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis tout d'un coup, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais, je cueille des fraises et je les mange. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-il un Dieu? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi, pardon, pitié, grâce, sauvez-moi. Quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur. 15 août. Certes, voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine. Quand elle est venue m'emprunter 5000 francs, elle subissait un vouloir étranger entrer en elle, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir? Mais celui qui me gouverne, quel est-il? Cet invisible, cet inconnaissable?
ce rôdeur d'une race surnaturelle. Donc, les invisibles existent. Alors comment, depuis l'origine du monde, ne se sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise, comme ils le font pour moi? Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller, fuir et ne pas revenir, je serais sauvé, mais je ne peux pas. 16 août. J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant 2 heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte, par hasard, la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit « Allez, à Rouen !» Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur Hermann Herestauss sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire « À la gare !» et j'ai crié, je n'ai pas dit, j'ai crié, d'une voix si forte que les passants se sont retournés. « À la maison !» Et je suis tombé affolé d'angoisse sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvé et repris. Fin de la seconde partie.